Allez mes amis, Boker Tov, merci mon Sadi. Boker Tov, Hachem il est toujours là. Boker Tov, Boker Chodesh Tov Borach, Shavua Tov Mazel Tov. Enfin, c'est long 15 jours, c'est long. C'est long, hein, on ne se rappelle pas comment c'est Nida, hein, c'est pareil, autour d'avant. Comme je vous ai dit, j'espère que le désir est ardent chez vous. En tout cas, moi, ça m'a redonné encore plus de plaisir à vous retrouver, Bezrat Hashem. Créer le manque pour créer le désir. Ouais. Ben, c'est ce qu'on a fait. Voilà. On a essayé un petit peu de... Et ça marche, et ça marche. Remplir après. Exactement, faire du pour remplir. Bon, on a compris on a compris le principe Kol HaKavod Mon Tzadik. En tout cas, on va essayer ensemble, Bezrat Hashem, de se préparer au mois de Elul et surtout Rosh Hashanah, Yom Kippour, Yamim Noraim, Sukkot, Simchat Torah. On arrive à des jours extraordinaires, comme on dit pendant Shabbat, Yemei HaRachamim. Ces jours-là, on les a... Ces jours-là, on les appelait Yemei HaRachamim, les jours de miséricorde. Ou Akadosh Baruch Hu Bemet Merachem al Am Israël. Il y a une Rachmanut d'Hachem, il y a une miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui est très 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 particulière. Alors on a dit, bien sûr, on le sait très bien, ce principe-là, toute l'année, elle est préposée à la Teshuvah. Toute l'année faire Teshuvah, tous les jours faire Teshuvah. Tous les jours, il faut se rapprocher d'Hachem, tous les jours, il faut se faire, tous les jours, il faut s'améliorer, tous les jours. Aval, comme on a expliqué plus d'une fois, nous expliquons Rav Dessler, le temps, ce n'est pas une fresque. Une fresque. Fresque chronologique. Le temps, nous on le voit comme une ligne horizontale. D'accord ? Je vous explique le Rav Dessler que le temps, c'est comme une spirale, c'est comme un rond, c'est comme un cercle. Et en vérité, l'homme passe dans le temps. Ce n'est pas le temps qui passe dans l'homme, c'est l'homme qui passe dans le temps. C'est-à-dire, en deux mots, si tu vois le temps comme une spirale, ça veut dire qu'on va être, quand on te dit que, et donc l'homme passe dans le temps, lorsqu'on arrive par exemple au mois de Elul, on arrive au même mois de Elul, d'accord ? Désolé, président. C'est le même. Quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est le même Rosh Hashanah, c'est Briat HaOlam. L'homme revient au Briat HaOlam. C'est comme un cercle. C'est pas comme si tu vois le temps comme une fresque chronologique. Alors ça, c'est ce que pensent peut-être les nations, où on te dit, voilà, par exemple, aujourd'hui, c'est une telle date, on commémore ce qui s'est passé il y a 2000 ans, il y a 500 ans, il y a 200 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Exactement. Mais il n'y a aucun lien entre le temps d'aujourd'hui et le temps d'hier. C'est une commémoration. Non, nous, on ne commémore rien du tout. Nous, en vérité, quand, dans l'Arme Israël, dans la Torah, lorsqu'on arrive à un temps précis, que ce soit Sukkot, soit Shavuot, soit Pessah, que ce soit Rosh Hashanah, que ce soit Purim, que ce soit Hanouka, que ce soit le mois de Elul, soit Yom Kippour, d'accord ? C'est qu'on va revivre, on revit l'événement, on revient exactement au même temps de l'événement, parce que c'est l'homme qui va dans le temps et c'est pas le temps qui passe dans l'homme. Vous avez compris ce que ça veut dire ? Ouais. Et donc, on avait parlé de ça 1000 fois avec le Rav Dessler, et donc en vérité tu dois comprendre, comme il explique donc, d'après ça le Rav Dessler, c'est que lorsque tu arrives dans le mois d'Elul, on a la possibilité de revivre ce mois de Elul. Et c'est quoi en vérité le mois de Elul ? On sait très bien, Rabbi Daniel l'avait mentionné il y a 4 ans, je me rappelle-toi, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé au mois de Elul ? C'est que Moshe Rabbeinu est remonté dans le ciel pour demander le pardon du peuple juif après le Chet Haegel, et Akadosh Baruch Hu va, après 40 jours, dire « Besalarti kitvarecha » j'ai pardonné selon ta demande, c'était le jour de Kippour. Donc ces jours-là où Moshe Rabbeinu va plaider pour le peuple juif, exactement, le jour où Moshe Rabbeinu va plaider, les jours où Moshe va plaider pour le peuple juif qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne la faute du veau d'or, c'était cette période-là, c'est la période du Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. C'est pour ça maintenant qu'il est inscrit dans le temps, ce mois-là et ce temps-là, comme un temps de Rachamim, comme un temps de Tchouva, comme un temps de Miséricorde, comme un temps de Slicha et de pardon. Donc, encore une fois, c'est pas qu'on commémore quelque chose, c'est pas une fresque chronologique, on revient dans ce même temps exactement. Il y a la même, exactement, il y a la même ashpa, il y a la même influence, il y a le même koach, il y a la même force qui a été donnée avec le pardon. Comment ? On n'a pas le même avocat. Détrompe-toi. Détrompe-toi, je vais te dire. Alors, détrompe-toi. À qui tu veux encore ? D'accord ? Mais il y a toujours des petits Rabbi Aaron. Bref. Ouais, je vois, je sens. En tout cas, dit le Zohar Kadosh, dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Il a fait. Dans chaque génération, Tzadik. Il dit la Gemara, En Dor Yatom. C'est vrai que nous, on a tendance à dire à chaque fois, quelle génération ? Si j'étais la génération du Ben Ishraï, si j'étais la génération du Chazon Ish, d'accord, c'est le contemporain, on va dire. Après, si j'étais la génération du Rabbi Akiva, dans chaque génération, on a notre Rabbi Akiva, dans chaque génération, on a notre Moshe Rabbeinu, dans chaque génération, on a nos Gdolim.
Mais le gadol de notre génération, il n'est pas au même niveau que le gadol qui était à l'époque. Grâce à Dieu, pas du tout, moins que ça. Grâce à Dieu, tzaddik. Pourquoi? Parce qu'on serait déconnecté, on n'aurait aucun lien avec lui. Ah oui. Là, on verrait Rabbi Akiva, on ne comprenait même pas qui c'est. Tu sais qui dit Rabbi Aaron, il revient. Bon, mais ne donne pas tout au premier jour, d'accord? Garde un peu pour les autres jours. Il y a une lettre. Un jour, celui que ça intéresse, d'accord? Un jour, on fera un shiur et on fera uniquement sur les lettres du Rav Dessler. À la fin du Mirtam Eliyahu, pas au tome 1, mais à partir du tome 3, 4, 5, si je ne me trompe pas, ils ont mis les Mirtamim. C'est les lettres du Rav Dessler. On a eu physiquement. Comme ça d'ailleurs, le livre, non? Mirtam Eliyahu, exactement. Lama, parce qu'en fait, au départ, à la base, on a retrouvé des écrits du Rav Dessler. Le Mirtam Eliyahu, à 80%, c'est les écrits du Rav Dessler. Les 20%, c'est le Talmidim, après, qui ont aménagé comment on le fait, où on le met, où on ne met pas, d'accord? Mais 80% du livre, c'est ses écrits à lui. Parce qu'il y a beaucoup de livres, par exemple, c'est pas le Rav qui l'a écrit, c'est ses élèves qui l'ont écrit. Par exemple, le Harizal, il n'a pas écrit son livre, c'est le Rabbeinu Chaim Vital qui a écrit le livre, selon le Harizal. C'est pas le Harizal lui-même, Rabbi Nachman non plus. C'est Rabbi Nathan qui a écrit. Il y a beaucoup comme cas de Gdolim, c'est pas eux qui ont écrit leur livre, mais c'est leurs élèves. Là, Rav Dessler, c'est lui qui a écrit son livre. C'est-à-dire que c'est des cours qu'on a retrouvés, qu'il avait écrit, qu'il avait préparé, qu'il faisait, voilà. D'accord? Il y a 20% que ça a été par les Talmidim, qui ont ajouté, qui ont entendu une chose, mais le Rav, ou 90%, c'est le Rav Dessler. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont retrouvé aussi les lettres du Rav Dessler. Parce que le Rav Dessler, je vous ai dit, pendant des années, après la crise de 1929, il a dû crise de 1929, se séparer de sa famille qui était en Lituanie, parce que son père, qui était excessivement riche avec son oncle, c'était les plus grands blindés de l'Europe de l'Est à l'époque. Des blindés, mais milliardaires, c'était pas des millions. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale, juste pour comprendre, le niveau de richesse dans lequel il a vécu Rav Dessler, son papa et donc son oncle étaient milliardaires, ils avaient des usines en Lituanie. Ils ont accueilli tous les Bachouri et Shivot qui se sauvaient de Pologne, de machin, parce qu'il y avait la guerre. Première guerre mondiale, je ne parle pas de la deuxième, je parle de la Première Guerre mondiale. Ils se sauvaient, c'était le front. Et ils ont accueilli tous les Gdolim, et ils donnaient à manger, c'est eux qui donnaient à manger, c'est eux qui payaient, c'est eux qui faisaient pour te dire, mais des milliers, pas à 100, 50, des milliers. C'est excessivement riche. Quand il y a la crise de 29, ils ont tout perdu, comme beaucoup de personnes. D'accord? C'est-à-dire qu'ils racontent des billets, ils les ont utilisés pour faire du feu, pour se chauffer. Ils ont tout perdu. Tout perdu. Et son père, il est tombé malade jusqu'à pratiquement en mourir. Parce que, imagine, le papa du Rav Dessler, qui il était? Quelqu'un qui travaillait, d'accord? Qui était Torah, qui était mamash Torah. Et il était malade de quoi? C'est qu'il ne pouvait pas rembourser. Il ne pouvait pas rembourser tous les sapakim, tous les fournisseurs, il ne pouvait pas les rembourser. Et lui, c'était quoi? Je suis même prêt de te donner. Il n'y avait pas de rigolade. C'était Yachar. Il aurait tombé malade. Parce que pour lui, c'était un affront, c'était une honte pour lui de ne pas pouvoir rembourser. Et quand Rav Dessler, il a vu que son papa, il était tombé malade, jusqu'à le médecin lui dit qu'il peut en mourir, il va pouvoir en mourir, il a décidé de partir, laisser son père, sa famille, tout ça, et d'aller en Angleterre, c'est là où il est parti en Angleterre, pour essayer de donner des cours, gagner de l'argent et payer et rembourser tout ce que ton père, et ça a mis 8 ans, 9 ans, 10 ans pour le faire, il a remboursé tous les sapakim de son papa. Il a réussi. Bien sûr. Kiboud Avim, il avait un Kiboud Avim. Et d'ailleurs, quand tu vois, alors, et donc quand il était en Angleterre, il a donc bien sûr, il n'y avait pas les SMS, il n'y avait pas le machin, c'est qu'avec des lettres. Il avait des Talmidim aussi, beaucoup, quand après il était en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des Talmidim aussi, d'accord? Qui en Angleterre, quand il est venu en Israël, parce qu'après il a été mashgiach de Poniovitch, vous connaissez, d'accord? Et il faisait 6 mois là-bas et 6 mois là-bas au départ, jusqu'à qu'il s'est installé entièrement en Israël. Mais au début, il faisait moitié-moitié, comme beaucoup, ok? Et donc il y a beaucoup de lettres qu'il a écrit à sa femme, qu'il a écrit à ses filles, qu'il a écrit à sa fille, qu'il a écrit à ses garçons, qu'il a écrit après à ses élèves. Donc il y a beaucoup de lettres. Et dans le Mirtam Eliyahu qu'on a ici d'ailleurs, ok, il y a les Mirtamim à la fin. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est, à mon avis, à mon humble avis, c'est encore plus riche que les Shiurim qu'il a écrit dans le Mirtam Eliyahu lui-même qu'on a. C'est extraordinaire. C'est la façon dont il parle d'abord à son père, le kavod qu'il donne à son père. Faut voir. Et il y a beaucoup de tridushim qui ne sont pas écrits d'autre part, ils sont écrits que dans les Mirtamim. Et donc vraiment c'est à lire et vraiment d'après moi ça à étudier. Moi je les étudie. Et dans une des lettres où là-bas, sa fille lui dit qu'elle est partie à Kelm. Qu'elle partait à Kelm. Vous savez qu'il a été pendant des années élève à l'Yeshiva de Kelm. Kelm, chez le Sabbat. Un de ses maîtres, en premier, ça a été le Rav Isser Zalman Mikelem. C'est le Sabbat Mikelem, c'est Isser Zalman. Et
Comment il sort d'hier? Exactement. Non, ça c'est Oren Zalman, ça c'est autre chose. Et il ramène très souvent, d'ailleurs, dans le Mirta Meliaou, dans ses shiurim, il ramène très souvent les paroles de son maître. D'accord, les éléments de son maître. Et dans une donc des lettres, il écrit là-bas, par rapport à ce que tu as dit, mon tzaddik, Rabbi Aaron, je te réponds là, c'est pas Stam, je ne suis pas en train de brouiller. Voilà. Et en fait, Rav Dessler, il explique là-bas, donc il reçoit une lettre, c'est une lettre, il avait dû recevoir une lettre de sa fille, et sa fille donc lui dit qu'elle est partie à Kelem. Et je vais de son père, il voulait voir où il a étudié, machin. Qui n'a pas entendu depuis, même Sarcelles, moi je me rappelle à Sarcelles, quand j'étais même à l'école Zaratora, machin, on entendait des sipourim sur la yeshiva de Kelem, et le Saba Mikelem, c'est très connu, il y a beaucoup d'histoires sur le Saba Mikelem. C'était un sadiq Esaodolam. Moi à l'époque, quand on parlait de la yeshiva du Saba Mikelem, la yeshiva de Kelem, ouais, je crois qu'il y avait 200 élèves, 400 élèves, c'est une grande yeshiva. Ils étaient une vingtaine, 20 à 25 élèves, pas plus par année, bien sûr. Là-bas, le Saba Mikelem, il sélectionnait les Bahouins. Il ne voulait pas prendre n'importe qui. Pas n'importe qui dans le sens. Pas d'Afka, c'est pas question de Torah, non. Il fallait que ça suive pas simplement dans le Limoud à Torah. Pas dans le Limoud à Torah, dans les Midot. Dans les Midot. Une histoire tellement connue. D'accord, on a des milliards sur le Saba Mikelem, des milliards. Mais il y en a une comme ça. Une fois, le Saba il était là, ils étaient à la Shiva, ils voyaient les Bahourim, ils étaient à les étudier. Et puis tout d'un coup, c'est comment c'était Kelem, hein. Il n'y avait pas de trottoir. C'est à les western. Tu as des bâtiments, tu as des petites maisons comme ça, des machins. C'est un village, hein. Il n'y a pas de trottoir. Et de la boue. Pas de trottoir et de la boue. En hiver, c'est de la boue. L'été, c'est dur comme de la pierre. Il n'y a pas de, d'accord, il n'y a pas de trottoir. Donc c'est la végétation, c'est les machins, c'est les chèvres, c'est les vaches. Et un jour, il y a un des élèves, ils sont en train de faire Chavruta. Ils étudient comme ça ensemble. Et puis il y en a un qui lève la tête parce qu'il y avait une vache qui se promenait au milieu, autour du Beth Midrash. Elle était devant la fenêtre comme ça. Et un, il levait la tête, il a regardé la vache. Après le cerf, il l'a appelé, il l'a viré. Alors, comprenez, comment ça veut dire? Le Saba Mikelem, et le Rav Dessler, il témoigne sur le Saba Mikelem. C'était quelqu'un qui était arrivé à une maîtrise de soi, ou dire, je n'ai jamais eu quelqu'un qui était capable de se maîtriser autant que le Saba Mikelem. Quand il commençait à étudier le Saba Mikelem, il posait les yeux sur son livre, sur sa Gemara ou sur son livre de Moussa. S'il avait décidé d'étudier pendant 2 heures, les yeux ne bougeaient pas. Il pouvait avoir le téléphone, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, la foudre, une vache qui passe, la belle-mère qui passe, ce que tu veux qui passe. Il ne levait pas les yeux. Il était mamache. Il avait une maîtrise de soi. Le Rav Mikelem, par exemple, il disait, et c'est Rav Dessler qui ramène, il y avait des fois les bus. Il y avait des bus, même à l'époque, il y avait des bus, des calèches, je ne sais pas comment ça marchait, d'accord. Il y avait aussi des... Saba Mikelem, il marchait, il courait jamais, il se pressait jamais. Et même s'il y avait un bus qui était là, il était en retard, il courait pas. Il maîtrisait sa période. Pourquoi? Parce qu'il dit que ça mène à être mévoal. Comment on appelle ça, mévoal? Non. Un peu paniqué comme ça. Paniqué, impulsif. Mamash, la maîtrise de soi, c'était le Saba Mikelem. Et donc sa fille qui est partie là-bas, et donc on a tous entendu, et donc elle a voulu voir où son père étudiait, d'accord? Parce que son Rav Dessler, quand il parle de la yeshiva de Kelem, il faut voir comment il en parle, parce qu'il en parle, il faut voir comment il en parle, il faut voir comment il parle du Saba Mikelem, la Gdusha de là-bas, d'accord? Et sa fille, elle part, et elle dit, je suis partie pour parler à la yeshiva, tout ça, et je vais voir où tu étudies, j'ai vu ta place. Elle dit, tu m'as dit où était, j'ai vu ta place, j'ai vu ton casier, j'ai vu ta place, j'ai vu ta été. Elle était hyper contente et tout. Et elle dit à son papa, et elle dit quand même à son papa, hein, elle dit, mais j'ai quand même eu du mal à retrouver tout ce que tu m'as raconté, tu sais, la Gdusha, le machin et tout. Et le Rav Dessler, il donne sa notion par rapport à ce que tu viens de dire ici. Et il dit en fait, il dit, ma fille, sache, tu pourras faire venir à Kelem des centaines et des centaines ou des milliers de gens. Vélo yargishu kloum. Tu viens me dire, c'est ça qu'on m'a dit, c'est ça Kelem m'a parlé, ça va Mikelem, machin, etc. Et là, Imken, si la personne, elle est regisha, la rouchaniout, si la personne est sensible à la rouchaniout, si la personne est déjà sensible au spirituel, la richesse, que elle qui peut. Et il dit les murs de Kelem, quelqu'un qui est sensible à la rouchaniout, s'il met ses oreilles sur les murs de Kelem, il peut entendre encore les talmidim étudier. Shamata. S'il met ses oreilles, parce qu'il n'était pas il voulait dire comme ça, exactement ce que je suis en train d'expliquer. C'est que, et il dit Rav Dessler, si maintenant on voyait Moshe Rabbeinu, on dit Moshe Rabbeinu, si nous on voyait Moshe Rabbeinu maintenant, là, aujourd'hui, on marcherait dans la rue, même pas on s'arrêterait. Lama, qui est la nourriture de la rouchaniout, l'odimazé rouchaniout. On est un steak frite, on est un steak frite.
Comment? Je sais pas compris. Kotel. Ah, exactement. Le Chazon, ce que je vous ai dit, le Chazon Ish, les Gdolé Israël, ils allaient une fois dans 10 ans au Kotel. Une fois tous les 10 ans, ils allaient pas tous les. Ils allaient pas. Nous on y va, on fait les photos avec les petits, on rigole, on est comme ça. Mais en fait, on est fous. Pourquoi ils y allaient une fois tous les 10 ans? Une fois le Chazon Ish, il est parti, ils ont failli le réanimer, il a failli mourir. Mourir, il a failli le réanimer, l'oxygène, il a failli mourir. Lama, il voyait le Khorban. Il a vu le Khorban, il pouvait pas, il sentait le Khorban, il sentait la galoute, il sentait le Ham Israël, il sentait la maison d'Hachem détruite. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Comme si tu vas aller à Avdil, Mechila, on va au Colisée, on va à la Tour Eiffel, on fait les photos devant avec le petit, on est là, on fait le machin, un selfie. Là, Makilo Margishin Klou. Moi, je parle pour moi. T'as Margish, Bémet maintenant. Oui, c'est super, c'est magnifique. Bon, d'accord, parce qu'on t'a raconté plein de choses. Makilo Margish. Et ça, c'est un clad, dit Rav Dessler. Il dit, le Rav Dessler, Bémet, im en a Adam. Ragish le Uchaniut. Si la personne n'est pas sensible au spirituel, ou le Ragish lo, Shum Davar. Mais la reine, par rapport à ce que tu as dit, si on avait Rabbi Akiva, si on avait Moshe Rabbeinu, vous savez, même le Baal Shem Tov, on est déconnecté, Habibi. On a les manigim, on a, comment on dit manigim? On a les leaders spirituels, mais qu'on mérite. Où on va voir ça? Rabbi Michel, où on va voir ça? Dans Sota, c'est une Gemara Mefourachet. La Gemara dans Sota, elle va nous dire ça. Et la Gemara derrière dit, normalement, Rabbi Yehuda Nassi aurait dû avoir Ruach HaKodesh comme Moshe Rabbeinu. Ah, alors pourquoi il l'a pas eu? La Gemara va répondre de dire quoi? Parce que la Jonathan, elle n'était pas méritante, et ainsi de suite. Tu comprends? Mais en vérité, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Parce que si le... D'Ordea. Ah ouais, d'accord. T'as pas vu le film, toi? D'Ordea, toi. Toi, t'as pas vu le film. Loaya velo nivra. La génération de Moshe Rabbeinu, il n'y aura pas. À part quand Mashiach reviendra, on reviendra à ça. Loaya velo, il n'y a pas. Avec la faute du Hegel. Bien sûr. Ils étaient au-dessus de nous, la faute du Hegel. Bien sûr, mon tzaddik. Bien sûr, mon tzaddik. D'Ordea. On l'appelle la génération du savoir, de la connaissance, du savoir. Ils savaient Dieu. Nous, on essaye d'apprendre Dieu, de connaître Dieu. Le savoir. Voilà. Il a fait. Et ils ont vu. Tous les ciels, ils ont vu. T'as compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à l'origine, ils n'étaient pas à la hauteur, c'est ce qu'il veut dire. Mais c'est pas la révélation qu'ils sont élevés. Non, oui, non. Non, oui, pourquoi? Parce qu'on sait que. Alors, on va pas refaire le cours sur ça, vous l'avez fait, vous vous rappelez sûrement, d'accord? Il y a Femeot, tu te rappelles, il y a Femeot. Tu sais, il y a une chanson qui a été faite aussi, qui a été reprise. C'est un texte qui a été repris par Avraham Fried. Kechomer Beyad Hayotzer. Kechomer Beyad Hayotzer. C'est pas des paroles d'un tzaddik qui dit ça. Kechomer Beyad Hayotzer, je le Baal Shem Tov, je crois. Alors Kechomer Beyad Hayotzer. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Kechomer Beyad Hayotzer. C'est qu'on est nous, pour Akadosh Baruch Hu, Kechomer, comme Chomer Gelem. Comment on dit Chomer Gelem? Matière première. Comme la matière première. Entre les mains du Yotzer, entre les mains de l'artisan, du fabricant, d'accord, de l'artisan. Et en fait, c'est ce qui s'est passé à Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, en fait, Akadosh Baruch Hu, on va pas refaire le cours, mais rappelez-vous, c'était un remake, comme dit ici le Shla Akadosh, de Maaseh Bereshit. Tout ce qui s'est passé à sortie de l'esclavage d'Égypte et la sortie d'Égypte, c'était le remake de Maaseh Bereshit, puisqu'Adam Arishon, il a loupé le coche, c'était un homme, on connaît l'histoire, il devait machin, attendre Shabbat, tout ce que tu veux, hop, ça devait être réparé par Am Israël. Et pour arriver à ça, il fallait rendre, entre guillemets, revenir au Chomer. Chomer, c'est la matière première pour reconstruire le monde, à partir plus d'un homme, mais d'Israël qui représente Adam Arishon, puisque Adam Arishon contenait en lui toutes les âmes d'Israël. Maintenant, c'est plus un homme, c'est un peuple. C'est un homme qui devait amener le monde à sa plénitude. Maintenant, c'est plus un homme, c'est un peuple. Quel peuple? Le peuple d'Israël. Amener tout le monde à sa plénitude. Normalement, donc, pour revenir à ça, il fallait remettre le monde qui a Biachol dans son état premier, comme du Chomer, comme des matières premières. Am Israël va être remodelé, d'accord? Yetziat Mitzrayim, Matan Torah, comme il y a écrit qu'à Matan Torah, on a annulé Zouama Shel Nachash, la mort, il n'y a plus la mort. On arrive à Adam Arishon. Mais malheureusement, on est retombé exactement comme Adam Arishon, puisque Adam Arishon a fauté par impatience, parce qu'il devait juste attendre le jour de Shabbat et manger du Etz Adat Batov, Tobara et du Etz Achaim ensemble. C'est les deux chalot comme au Shabbat. Les deux chalot que tu as Shabbat, c'est une pour le Etz Adat Tobara, et l'autre c'est le Mishum Etz Adat, Etz Achaim. Non, on l'avait déjà dit, mais c'est pas grave. C'est bien que ce soit un chidouche. D'accord?
C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau, mon tzaddik. C'est ça qui est extraordinaire. Amnésique. En tout cas, rappelle-toi, tu te rappelles pas, Anachon, c'est magnifique. Donc les deux chalotes qu'on a, c'est ça. Et Adam Arishon, pourquoi il a fauté? Il a fauté parce qu'il était impatient. Il n'a pas attendu le Shabbat pour manger les deux en même temps. D'accord? Il a fait, donc on sait ce qui s'est passé, ça a amené la mort. Am Israël, ben c'est pareil. Ils ont été impatients. Qui bochesh Moshe la Redet. Ils ont juste béchesh. Ils se sont trompés sur le calcul quand est-ce qu'il doit redescendre. Allez, on veut un leader, il va pas revenir. Paf, impatient. Tu es tombé dans le panneau. La mort, elle est revenue. D'une heure ou d'une journée? Même pas d'une heure, de quelques instants. 6 heures. Béchesh, exactement. Encore une fois, pourquoi Rabbi Michael? Rabbi Michael, l'impatience. Sabba Mikelem. Tu dois te contrôler. Et je vous dis, moi personnellement, Baruch Hashem, Zika Oti Bamash, c'est un mérite que j'ai eu. Que quand je suis parti à Mir pour étudier, Baruch Hashem, il y a encore le Rav Volbe. Vous connaissez tous le Rav Volbe, d'accord, contemporain, qui était aussi un des pères du Moussar, mais de notre génération à nous, Aléchour, il a écrit son livre. Alors, il a écrit plusieurs livres, hein, pas que celui-là, mais c'est le livre le plus connu et de Moussar du. Et il venait. On l'a pas ici. On l'a pas. Celui qui veut l'offrir, vraiment, Bémet, avec grand plaisir, a des livres à offrir d'ailleurs. En hébreu. Il nous en hébreu. Mais c'est un livre très facile, des hébreux modernes. Ce qu'avait dit Moshe quand il a voulu faire. Exactement. lever les Yosef enfants de Hatzadik. Yosef. C'est exactement. Dans le livre. C'est exactement ça. Ça a un rapport avec ça, le livre? Lui, il a donné le nom par rapport à ça, parce qu'en fait, les choses, c'est te lever, t'élever. Tu parles des midot, tu parles de plein de choses. Et Yosef Hatzadik, il avait cette maîtrise aussi de lui-même. C'est l'exemple même de quelqu'un qui a la maîtrise. Yosef Hatzadik. Parce qu'un tzaddik, par définition, c'est quelqu'un qui se maîtrise. Il voit un bout de viande passer, il ne va pas aller le bouffer comme un chien. Il se maîtrise. Il ne le regarde même pas. Il baisse la tête, il enlève les yeux, et ainsi de suite. Non, c'est vrai, c'est la maîtrise. Il ne s'énerve pas. Je ne parlais pas de bout de viande comme tu penses. Je parlais d'un autre bout de viande tzaddik qui se balade dans les plages. Il marche, celui-là, il a 2 jambes. Celui que David Fortin, ça lui fait rien. Voilà, exactement. D'accord. Tu as compris ce que je dis par là? Il a fait, qu'est-ce que je disais? Oui, et j'ai eu la chance de, quand j'étais à Mir, le Rav Volbe toute sa vie, donc il faisait beaucoup de shurim partout, il était à Ben Vegan dans une yeshiva, il était à Yeshivat Mir, il donnait tous les semaines, il donnait un shiur de Moussa. Il était déjà très âgé et très affaibli. Moi j'ai eu le mérite de l'entendre moins d'un an, parce qu'il est niftar après. Mais quand il venait à la yeshiva, d'abord c'était dans le Beth Midrash, celui qui est venu avec nous quand on fait le tioul, qui a fait le tioul avec nous. Tu te rappelles le Beth Midrash principal? On a vu les Français là-bas qui étudiaient. Voilà, immense, c'est là-bas qu'ils faisaient, il n'y avait plus de place. Alors il y avait des 1000 élèves au cours. Non, il y avait 3000. Quoi, Il y avait à l'intérieur 1000. Oui, à l'intérieur il y avait 1500. Voilà, mais il y avait à l'extérieur les haut-parleurs. Donc on était tous à l'extérieur. Moi, je ne pouvais pas rentrer. J'ai jamais réussi à rentrer. Wow. Jamais réussi à rentrer. J'étais toujours dehors. Impossible. Pour vous expliquer ce que c'était. Et... ouais, je sais. Je me le suis dit, Tzadik, plusieurs fois. C'est la vérité. Et je vais te faire une conférence d'odeur aussi, Tzadik aussi. D'accord. Quand c'est la période des 3 semaines, alors là, tu te relevais pas, je peux te dire, tu te relevais pas. En tout cas, assez rigolé. Donc quand il venait, et moi il y avait une chose que je faisais, d'accord? Et je faisais ça depuis derrière Aix-les-Bains. Depuis que j'étais à l'Yeshiva Aix-les-Bains, parce que j'ai raconté cette histoire tellement belle sur le Rav Kanievski. Rav Kanievski, quand il était à Bnei Brak, il était jeune, il avait 8 ans, 9 ans, il était Talmud Torah, quoi, comme un enfant, d'accord? Il y avait à Bnei Brak un tzaddik et sodolam. Le Rav, Raphaël Baour Toledano, c'est ce que je dis, tzaddik et sodolam. Maman, tzaddik et sodolam. Il a fait son alia, il est arrivé à Bnei Brak. Donc il habitait à Bnei Brak et. Exactement, on l'a vu quand on était à Bnei Brak. Exactement. Il y en a qui se rappellent de belles choses. Et là, Janissi, mon modèle. Ouais, Janissi, non mais il est toujours là, Janissi. Et donc, exactement. Et donc, quand il revenait du Cheder et tout ça, du Talmud Torah, du Cheder, il y avait une avant. Il rentrait comme ça, il tapait à la porte de chez le Rav, ok? On l'ouvrait, il rentrait. Et le Rav, il était au bout là-bas, il était avec son livre en train d'étudier, enfin de machin. Il s'asseyait devant, il restait comme ça. Il restait 10 minutes, un quart d'heure et tout, après il partait, il rentrait chez lui. Et les gens, bon, ils disaient, bah, qui c'était celui-là? Ils ne savaient pas qui c'était, les gens de la famille, la maman, le machin, ils ne savaient pas qui c'était. Ils ouvraient, ils rentraient, à un moment donné, ils ont parlé, ils ont dit, mon bébé, tu veux quelque chose quand tu viens? Alors ils donnaient un petit gâteau, un petit truc, tu vois. Ils comprenaient ce qu'il voulait, ce gosse. Ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je veux rien. Après l'école, pourquoi il faisait ça? Il disait, mon père, donc c'est qui le père du Rav Kanievski? Le Stapler à Kadosh. Il dit, mon père, il nous a dit que c'est très important, et ça mène les Rat Shamaim, de regarder les tzadikim. Quand tu regardes un tzaddik, tu te remplis de Rat Shamaim. Alors avant de rentrer, c'est sur mon chemin, je regarde le Rav, comme ça, à 8 ans, 9 ans, je me remplis d'Irat Shamaim. Shamata. Pourquoi je disais ça? Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Oui, alors il a fait, d'accord?
Il se remplissait d'Irat Shamayim. Et donc, quand j'avais vu cette histoire, j'étais jeune, j'étais à Sarcelles encore, j'étais jeune, j'étais machin et tout. Et elle m'avait frappé. C'est une histoire qui m'avait vraiment, vraiment frappé. Et quand j'étais d'ailleurs à Aix-les-Bains, dans mon Seder de Limoud que j'avais à Aix-les-Bains, dans mon Seder de Limoud, j'avais 10 minutes où je laissais la caméra comme ça et je regardais, il y avait tous les rabbinim qui étaient en face, d'accord? Il y avait le Tzvi, il y avait le Rav Veil, il y avait le Rav Herrera, il y avait tous les rabbinim qui étaient en face. J'avais 10 minutes, 5 minutes dans mon Limoud, je m'arrêtais et je les regardais. Le Rav Meir, qui était en face, je les regardais. Tu te remplis d'Irat Shamayim. Tu te remplis d'Irat Shamayim. Non, mais originaire. D'accord, tu te remplis d'Irat Shamayim. Pourquoi je disais ça? J'ai dit quelque chose, pourquoi j'ai dit ça là? Voilà, et donc je fais ça. Et donc il y a une chose très importante, il y a une chose que je faisais par contre, c'est que quand il devait venir, on savait à quelle heure il arrivait à peu près, parce que c'était l'heure du shiur, on l'accompagnait en voiture. Donc le Rav il arrivait comme ça vers Mir en voiture, et une chose j'étais dehors et je le regardais. Je le regardais dans la voiture et je le regardais sortir, je le regardais marcher jusqu'à quand, après il n'y a pas de place là-bas, je le regardais. Il fallait voir, Béhémet, quand on parle à l'échour, la maîtrise de soi, moi je l'ai vu de mes yeux. Tu vois que c'est quelqu'un qui maîtrisait tous ses gestes. La façon d'ouvrir la porte, je vous ai dit 1000 fois ça, elle était pensée. Nous, tout ce qu'on fait à 80, regarde, rends-toi compte. Exactement, mon vieux, hein. Mais regarde, plus jeune, il y avait notre Rav Lebeu, exactement, jeune, très jeune. Rav Lebeu, exactement. Essaye d'avoir une photo quand il était plus vieux. Tu vois, son visage, c'est... Et c'est la maîtrise. 99% des choses que l'on fait la journée, c'est des réflexes. C'est des réflexes. Tu ouvres le frigidaire, c'est un réflexe. Tu viens à la synagogue, c'est un réflexe. Tu mets tes tefilines, c'est un réflexe. Tu fais une bracha, c'est un réflexe. Tu dis des modani, c'est un réflexe. 99% des choses que l'on fait, c'est des réflexes. Et c'est ça que le moussar, il t'apprend. Le moussar, il t'apprend à maîtriser ta pensée. Maîtriser ce que tu fais, maîtriser ta pensée, maîtriser tes actes, maîtriser ta parole. Quand on parle, on ne réfléchit même pas à ce qu'on dit. On sort un truc. Et moi, je l'ai vu de mes yeux. Dans les gestes, dans le gestuel, la façon d'ouvrir la porte, la façon de sortir d'une voiture. Tu comprends que la personne, elle se maîtrise. Tout est maîtrisé. Tout est pensé. Et ça, c'est un Yehudi. Un Yehudi, ça qu'on t'apprend dans le Moussar. Un Yehudi, c'est quelqu'un qui sait maîtriser sa pensée, sa parole, ses actes. Tout est réfléchi. Et plus tu vas te rendre compte que tu vas penser tes actes, tu vas penser ce que tu dis, tu vas penser ta pensée d'ailleurs, pense à ce que tu dis, à ce que tu penses. D'accord? Alors, tu vas voir que ta vie, elle va changer complètement. Lama, on parlait de celui qui était là le Shabbat. Celui qui était là le Shabbat, il va s'en rendre compte tout de suite. Lama, le fait de faire les choses par réflexe, automatiquement, les choses que l'on fait, elles perdent de la valeur. À partir du moment où tu penses à ce que tu fais, tu penses à ce que tu dis, ou tu penses à ce que tu penses, alors automatiquement les choses, elles ont de la valeur. Lama, il y a fait parce que tu en as conscience. Et c'est la conscience qui donne la valeur aux choses. Plus j'ai conscience d'une chose, plus j'ai conscience de sa valeur. Moins j'ai conscience d'une chose, moins j'ai conscience de sa valeur. Et donc si ta vie c'est que des réflexes, tu n'as pas conscience de ce que tu as. Tu es marié par réflexe aujourd'hui. Aujourd'hui on est marié par réflexe. Ça fait bon 25 ans, 26 ans, 28 ans, 30 ans. C'est des réflexes. On se lève le matin, truc, machin, on ne dit même plus bonjour, on ne dit même plus bokertom, on se fait même plus un petit bisou. Rappelle-toi la première année, t'étais tout feu tout flamme. T'étais tout feu tout flamme. Je me rappelle même plus. T'étais tout feu tout flamme, t'étais content, t'étais content. Oui mais toi c'est unique mon tzaddik. Mais toi c'est unique, toi tzaddik, on parle de nous, on parle du peuple, on parle des bourrins. Non mais je rigole pas, d'accord? Donc en vérité le mariage pour lui il n'a plus de valeur. D'ailleurs tu dénatures ton mariage. Mais lorsque maintenant, et donc c'est son anniversaire, c'est ton anniversaire, alors soit toi ou sa femme, d'accord, la femme, par réflexe tu veux acheter un cadeau. Mais le cadeau il n'est même pas pensé. Tu n'as même pas pris le temps de choisir le cadeau. Oh, je prends un parfum, je prends un machin, je prends un truc, machin. Mais si jamais maintenant, tu prenais le temps de l'acheter un cadeau, tu vas réfléchir quoi, comment, la couleur, la taille, bon maintenant tu comprends, et le machin, le truc, ok? Tu vas faire attention, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses au cadeau que tu vas lui acheter. Tu vas donner de la valeur à ce cadeau-là. Tu vas donner de la valeur au cadeau, pas au cadeau, à la personne à qui tu vas offrir. Donc tu redonnes de la valeur à ton épouse, tu redonnes de la valeur à ton mari. Avec les enfants, c'est pareil. On peut être papa et maman par réflexe. Va dormir, va te secouer, va te manger, prends-toi les dents, t'as fait les devoirs, machin, ou pas, accident. T'as compris? Là, parce que c'est un réflexe. On pense pas à ce qu'on leur dit. T'as fait ton travail, mais en fait, tu t'en fous. En fait, alors, le pire, c'est que tu t'en fous. Ça devient un automatisme. Ouais, exactement. Exactement. Il y a je m'en fous aussi, et il y a ce ignan de réflexe. Et donc, en vérité, tu veux donner plus de valeur à la relation parent-enfant, parent-fils, parent-fille, d'accord, et toutes ces choses-là. Mais pense, réfléchis. C'est pour ça qu'on ne dira jamais assez, messieurs. Il a fait, mon tzaddik. Il a fait, mais tu me rappelles quelque chose de magnifique. C'est ça qui parle avec la pensée, celui-là. Il a fait. On ne répétera jamais assez, Rabbi Avraham. Jamais assez. Ikara Ikarim.
franchement, si vous me le dites, ça me ferait quand même plaisir, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un peu une ligne directive de tout le moussard qu'on... La chose la plus importante quand on fait les choses, c'est quoi? On avait dit, c'est... Rappelez-vous, allez-y. Oui, mais c'est quoi? C'est l'implication. Ouais, mais arrête de t'impliquer trop, toi. La préparation. Non. Le fait de donner. Non, dites-le. Allez, faites-moi plaisir. Une des choses les plus importantes, en vérité, quand tu fais les choses, pour qu'elles aient une valeur, pour qu'elles aient un lendemain. D'être vrai, d'être soi-même. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais le vecteur directeur, c'est le vecteur. Après, tout ça, ça vient, ça, c'est comme la colonne vertébrale, et puis après, tu as des vertèbres, là, comme ça. Colonne vertébrale de tout ça, c'est... Et voilà, il l'a dit. La kavana. C'est la kavana. C'est la kavana. Rabbi Avraham, c'est beau. C'est beau. La kavana, messieurs. Rappelez-vous, parce que kavana Lachon, kavana Lachon, kivun. Non. Kavana Lachon, kivun. L'intention que tu auras quand tu fais les choses, c'est la direction que les choses vont prendre. Donc si la kavana... Exact. Et plus que le papier cadeau, mon tzaddik, c'est l'intention que tu as eue quand tu as acheté. C'est l'intention qui donne la valeur. C'est pour ça que la Torah, elle insiste beaucoup sur les kavanot, sur la kavana. Tu prends deux personnes, la Gemara dit dans ma sechet, il a fait, vas-y, Orayot. Deux personnes, elles font la même mitzvah. Alors là-bas, la Gemara est dans l'exemple du Korban Pessah. Les deux, ils montent à Jérusalem. Ils ont acheté dans le même magasin, le même agneau. Dans le même magasin, ils sont montés en même temps, ils ont pris la même voiture pour monter, la même chose, ils sont arrivés au Beth Amikdash. Un il fait le korban, l'autre fait le korban, ils font le cuir, ils font machin, ils font le méchoui, ils le mettent à l'âge, comme il faut. Et à la fin de la Gemara, il dit, un il a mangé les chèvres, Tava le ventre, et l'autre il a mangé les chèvres, mitzvah. Un il a couplé la mitzvah comme il faut, l'autre il a pas couplé la mitzvah comme il faut. La maquia kavana, ils ont fait la même chose. C'est la kavana. Et en fait ça, la courgette, exactement. Et ça, tu peux exactement le faire avec, oublie le Korban Pessah. Oublie. Les deux, ils ont acheté les mêmes tfilines, chez le même sofer, avec les mêmes kavanotes dedans, avec tout ce que tu veux, et le même prix. Et les deux, ils viennent à la synagogue prier, au même endroit, ils sont assis l'un à côté de l'autre. Et après 120 ans, alors on dira, la blaïm narat ta tfila, elle est montée à qui c'est à kavod. Et à l'autre, on lui dira, Habibi, elle est restée, elle n'a même pas dépassé le toit de la synagogue. Là-bas, à Kavana. Shamata. T'as compris, mon tzaddik? Alors, Be'ezrat Hashem, si on a compris, on a tout un mois entier, complet, Be'ezrat Hashem, le mois de Elul, pour réparer la carte mère. Là, on doit réparer au mois de Elul la carte mère. Comme on a dit plus une fois, on l'a vu dans les shiurim, là, il n'y a pas si longtemps que ça. À Rosh Hashanah et la veille de Rosh Hashanah, c'est presque trop tard. C'est jamais trop tard, bien sûr, mais c'est presque trop tard. Tu l'as très bien dit, c'est la préparation. Exactement. C'est maintenant qu'il faut changer la carte mère. C'est la carte mère qu'il faut changer. Parce que nous, on a tendance très souvent, alors c'est vrai, si on avait fait le cours il y a 3 semaines, par rapport au Maasim, c'est vrai qu'on peut évoluer par rapport à nos actions. Et Vadaï, qu'il faut évoluer dans la façon, dans notre application et l'application des mitzvot. Tu ne mettais pas les tzitzit, je mets les tzitzit. Je fais ceci, je fais ceci. Je ne fais pas la bracha avant de boire, je fais la bracha avant de boire. Je fais des babakadon, je fais des babakadon. Dans le Maasé, il faut le faire. Alors, le Maasé, par définition, il est quand même limité. Ce qu'il faut essayer de faire, sauf Maasé, sauf Maasé, parce qu'en vérité, la finalité d'un acte, elle passe d'abord par le début, c'était une pensée. Donc si la pensée elle est bonne, l'acte, normalement, il risque d'être bon. Exactement. Donc Be'ezrat Hashem, un peu long ce premier cours de Moussa, mais c'était pour nous mettre dedans exactement, chez Niske Be'ezrat Hashem, de penser ce que l'on pense, de penser ce que l'on dit et de penser ce que l'on fait.